Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Allô Radio Imo. Vous le savez, c'est votre émission. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Radio Imo sur LinkedIn, Radio Imo sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. On est connectés, on est partout. Et on vous répond avec des experts comme chaque semaine à vos questions. Pour cette émission, je suis avec David Abissira. Bonjour. Bonjour Bernice. Fondateur et directeur du développement d'Imokip Conta. Et Clément Piton. Bonjour. Bonjour. Président et fondateur de Attentif LMNP. Alors déjà, vous allez nous présenter les entreprises que vous représentez aujourd'hui, que vous avez fondées, du coup, messieurs. Alors, on va commencer avec Imokip Conta. Oui. David. Oui, Bérénice, bonjour. Donc moi, je suis David Abissira de la société d'expertise comptable Imokip Conta. Alors Imokip Conta, c'est une société d'expertise comptable qui est spécialisée dans le secteur de l'immobilier, avec une vraie prépondérance dans le secteur de la location meublée, puisque à ce jour, on gère la comptabilité de 32 000 clients loueurs en meublé en France, ce qui fait de nous l'acteur leader dans ce secteur. Nous sommes en fait une société d'expertise comptable et nous sommes donc tiers de confiance vis-à-vis de l'administration fiscale. Notre métier, c'est d'accompagner en fait les investisseurs immobiliers, les propriétaires bailleurs dans leur déclaration fiscale de location meublée, puisque quand on fait de la location meublée, on est assujetti au régime fiscal des BIC, ce qui impose une tenue d'une comptabilité et le recours à un expert comptable. Voilà, donc aujourd'hui, on travaille avec de nombreux promoteurs nationaux, comme Nexity, comme Vinci, comme Altaria. On a aussi un segment qui s'appelle Options réelles, où on fait la comptabilité des loueurs en meublé hors résidence-service, qui marche très bien. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, on a 32 000 clients et on vise, compte tenu de l'explosion un petit peu de la location meublée en France, on vise vraiment 50 000 clients pour 2025. C'est notre objectif, puisque en moyenne, on collecte entre 4 et 5 000 nouveaux clients par an. Oui, et votre développement est énorme. Vous avez des bureaux à Paris et à Aix-en-Provence, c'est ça ? Oui, on a des bureaux à Paris commerciaux, mais on est basé à Aix-en-Provence. On fait ça depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà, on est très spécialisé. Moi, j'ai toujours axé fortement sur le développement, avec les partenariats avec les plus grands promoteurs nationaux, avec des banques, avec des conseillers en gestion de patrimoine. Clément ici, qui est un acteur de la gestion de patrimoine, qui est aussi un ami. On a toujours surfé, si je puis dire, sur la location meublée, puisqu'on pressentait que ce régime fiscal allait exploser. C'est le cas aujourd'hui. C'est tout simplement le fait de pouvoir ne pas payer un seul euro d'impôt sur des revenus du capital, sur des revenus locatifs. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Sur les loyers perçus. Alors, on en parlera tout à l'heure un peu plus en détail. Pourquoi, quels sont les avantages, les inconvénients de ce genre de statut. Le statut LMNP existe depuis 1949. Alors, c'est vrai qu'il est très en vogue là depuis quelques années, mais ça fait un moment qu'il existe, ce statut. C'est vrai que c'est un régime fiscal qui existe depuis vraiment longtemps. 1949, c'est l'après-guerre, donc ça remonte, ça fait longtemps. C'est assez spécifique. On n'est pas face à un dispositif fiscal comme le Pinel, comme le Cellier, comme le Dorobien qu'on a connu. C'est un petit peu en fonction des nouveaux ministres, des logements que des nouveaux dispositifs sont mis en place. Là, on est face au régime des BIC. En fait, tout simplement, la raison est simple. Un loueur en meublé est un propriétaire bailleur qui va proposer une prestation de service. Et à ce titre-là, comme il va proposer une prestation de service à ses locataires, il va être assujetti au régime fiscal des BIC. Et à ce titre-là, il va pouvoir faire un bilan comptable et amortir son bien comptablement. Et il pourra ne pas payer d'impôt sur ses loyers grâce à cet amortissement linéaire de son bien immobilier. C'est vraiment l'amortissement comptable qui permet cet avantage fiscal. C'est vraiment l'avantage numéro 1 du coup du statut LMNP. Clément Piton, donc président et fondateur d'Attentif LMNP. Est-ce que vous pouvez nous présenter Attentif LMNP ? Avec plaisir. Attentif LMNP, c'est un des acteurs leaders en France sur la revente de LMNP anciens en résidence de service. Donc notre métier, c'est d'accompagner tous les particuliers qui ont investi en résidence gérée dans 90% des cas sous le régime du loueur en meublé, pour les aider à revendre leurs biens. Donc les résidences gérées, les résidences services, c'est toutes les résidences où vous avez de la prestation de services par hôtelier, c'est les EHPAD, les résidences étudiantes, résidences de tourisme, résidences affaires et résidences seniors. Donc c'est un secteur qui
est également en plein boom, porté à la fois par la fiscalité LMNP, mais aussi par une croissance phénoménale des besoins des populations qui sont ciblées, ne serait-ce que les seniors, mais aussi les étudiants, etc. Et donc, c'est un secteur qui a constitué une très belle opportunité d'investissement pour de nombreux particuliers, mais qui en même temps a ses problématiques spécifiques qui font que revendre un bien en résidence-service n'est pas du tout la même chose que revendre un bien classique. Et donc, nous, on s'est posé comme un des acteurs spécialisés dans ce domaine. On a plusieurs milliers de biens en référence dans notre base de données. Et on est capable, en moins de 48 heures, d'estimer un prix de revente sur n'importe quel bien en résidence géré en France et de toucher une vaste clientèle d'investisseurs potentiels qui sont attirés, surtout en cette période de crise, par des actifs qui ont fait la preuve de leur qualité et de leur performance. Donc on est sur un marché qui était encore anecdotique il y a quelques années, un petit peu comme David, et on a senti, nous, le développement massif de cette activité-là, puisque vous avez un stock de lots qu'il faut bien vendre à un moment donné. Et aujourd'hui, le LMNP ancien est en train de devenir une des formes d'investissement majeure pour les conseillers en gestion de patrimoine, au point que certains acteurs qui étaient avant très présents dans le neuf, aujourd'hui considèrent que l'ancien va dominer le neuf en termes de stock et de qualité des actifs qui sont proposés à la vente. Et Attentif LMNP se pose ainsi en partenaire majeur des CGP et des particuliers qui souhaitent investir. D'accord. Et alors justement, on peut parler un peu de l'actualité. Qu'en est-il de l'activité justement ? On connaît, voilà, les temps changent. Il y a un tassement dans les transactions. Les professionnels de l'immobilier en général sont un petit peu inquiets pour l'année 2023. Vous, est-ce que ça se traduit dans votre quotidien, David ? Alors non, cela ne se traduit pas pour nous. Pourquoi ? Puisque il y a le cadre des nouveaux investissements immobiliers qui sont faits chaque année en France, dans les résidences de services en location meublée, dans l'ancien, pour louer des biens en location meublée ou en location saisonnière, ce qui marche très très bien. Ça marche encore là ? Il y en a encore des investissements. La location saisonnière, ça marche très bien, tout simplement parce que la France est le premier pays touristique du monde. Donc il y a tellement de touristes qui viennent en France chaque année qu'acheter aujourd'hui un appartement pour le louer dans des grandes villes françaises se révèle être un très bon investissement puisqu'on peut faire des rentabilités à 2 chiffres. Nous, on travaille aussi sur le stock des propriétaires bailleurs en France qui est de 4 500 000 propriétaires bailleurs en France. Donc c'est vraiment un stock important et aujourd'hui il y a un phénomène qui s'effectue depuis des années, c'est tout simplement les propriétaires bailleurs qui louaient des biens en location nue décident de changer et de basculer en meublé, tout simplement parce qu'il y a pas mal d'avantages à louer en meublé. Déjà, premièrement, il y a la fiscalité qui est extrêmement avantageuse. C'est le seul moyen en France de ne pas payer un seul euro d'impôt sur des revenus du capital. Même l'assurance vie, qui est le placement un petit peu préféré des Français, au bout des 8 ans, sur les intérêts et plus-values dégagées, on paye quand même la CSG-CRDS. Donc, fiscalité très intéressante. La facilité de louer, on voit qu'aujourd'hui, quand on met un bien en location meublée sur le marché, on va le louer plus facilement, puisqu'aujourd'hui, le locataire n'a pas besoin d'amener ses meubles. Donc, tout à fait. Voilà. Et encore plus depuis les confinements, parce qu'on voit les travailleurs nomades, comme on appelle ces nouveaux statuts de travailleurs qui se baladent un peu en France, qui changent constamment de ville. C'est vrai qu'ils ont besoin d'un appartement clé en main, comme on dit. Donc c'est vrai que poser ses valises dans un meublé, forcément, ça plaît plus. Ça va dans l'air du temps. Troisièmement, également, on va louer plus cher, les rentabilités sont quand même bien plus élevées. Oui. On voit qu'on peut louer 10 à 20 ou 30% plus cher un bien en location meublée. Alors attention à ceux qui disent oui, j'ai un bien en location meublée, je l'ai mis sur une annonce, ça se loue pas forcément mieux qu'un bien en location nue. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les BIC, c'est une prestation de service. Rappelez ce que c'est qu'un BIC pour bénéfices industriels et commerciaux, donc c'est une catégorie de revenus. Et c'est une prestation de service. Donc quand vous êtes propriétaire bailleur, que vous louez un appartement en meublé, c'est une prestation de service. Donc si il faut apporter un appartement le mieux décoré, le plus joli, il faut que ce soit des jolis meubles, etc. Pas forcément des meubles chers, mais en tout cas qui donnent envie de vivre dedans, de s'installer. Exactement. Donc voilà, ça c'est un point important. Il y a un autre avantage aussi à louer en meublé, c'est le bail aussi. Le bail, la flexibilité, on peut récupérer beaucoup plus facilement son bien. Puisqu'on peut faire de la location saisonnière, donc on peut louer une partie de l'année son bien ou toute l'année en location saisonnière et le récupérer quand on veut. Un bien en location nue, quand une famille vit dedans ou quand quelqu'un vit dedans, pour récupérer son bien, il faut soit le revendre,
soit vouloir y habiter, soit y loger quelqu'un de sa famille. Donc il y a des contraintes. Ouais. Alors qu'en location meublée, c'est beaucoup plus facile. Également, quand on loue un bien en location meublée, on peut demander 2 mois de caution de loyer. Donc ça, c'est plus intéressant puisque c'est qu'1 mois en location nue. Et voilà, tout simplement pour toutes ces raisons, la location meublée marche excessivement bien en France. Et comme vous le disiez, Bérénice, ça va dans l'air du temps. Aujourd'hui, nous, on s'est rencontrés dans un Cogedim Store. Vous m'aviez interviewé une fois pour un promoteur immobilier. Nous étions dans un Cogedim Store. Qu'est-ce que c'est un Cogedim Store ? Alors, c'est un store qu'un promoteur met en place où le client peut visiter son appartement, son futur appartement, qui sera entièrement meublé et décoré. Oui. Puisqu'aujourd'hui, voilà, quand on achète un appartement, on se projette mieux quand on le voit directement meublé. Et c'est le principe de la location meublée. Alors c'est vrai qu'il y a des acteurs traditionnels, là, comme l'événement pendant lequel on s'était rencontrés. Il y a même des startups qui font ça maintenant, qui proposent un investissement clé en main. Bien sûr. Mastéos, qui est très connu, Thierry Vignal, qu'on a reçu aussi ici. C'est vrai que voilà, ça plaît énormément aux Français, ces investissements. Peut-être une question sur la part que représentent ces locations, les locations meublées par rapport aux locations en général en France. Vous avez quelques chiffres ou pas ? Alors c'est une excellente question et c'est vrai que il n'y a pas énormément de chiffres. Il y a eu une étude et elle remonte à environ 7 ans, 8 ans du PAP qui avait estimé qu'un propriétaire sur 3 bailleurs faisait de la location meublée. D'accord. 7 ans, 8 ans après, je pense qu'on n'est pas loin de la moitié. Puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a toujours un temps d'adaptation dans la tête des gens. Aujourd'hui, les magazines spécialisés, la presse, sur Internet, les forums, etc., parlent de la location meublée. Les propriétaires bailleurs sont assez avertis en général, donc ils se tiennent au courant et ils ont bien pris conscience que la location meublée est souvent plus intéressante. Attention à ne pas faire que du meublé. Il y a certaines zones qui se prêtent plus à la location nue. La location meublée, ça marche plutôt dans les grandes villes, plutôt sur des petites ou moyennes surfaces, ou dans des villes étudiantes ou touristiques. Donc attention, je ne veux pas faire non plus trop l'apologie de la location meublée. Et puis les maires commencent à faire la chasse justement à ces locations saisonnières, parce que dans certaines villes, par exemple au bord de la Méditerranée, il y en a de plus en plus, et du coup, il y a de moins en moins de population à l'année. C'est des Airbnb que les personnes mettent en place, par exemple, ou voilà, des locations un peu touristiques, et c'est vrai que forcément ça impacte les communes directement. Donc il commence à y avoir une chasse aux locations meublées par moment. Alors, location meublée touristique, parce que aussi la grande évolution que David pointe, c'est que le meublé est en train de devenir de la location long terme. Oui, long terme, c'est vrai. On a de plus en plus de gens qui louent sur long terme. Et aujourd'hui, et David a bien raison de parler du marché et de l'opérationnel. Des crises économiques, il y en a eu depuis 15 ans, une palanquée. Mais à chaque fois, c'était dans le meublé, on avait des problématiques opérationnelles. Aujourd'hui, je pense que la grande différence avec les précédentes crises, c'est que nous, on n'entend pas de problème au niveau des opérateurs. Je parle des résidences-services en particulier, mais l'étudiant est plein. Il n'y a jamais eu de tel taux d'occupation dans les résidences étudiantes. Dans le confinement, c'était un peu compliqué. Alors, le confinement n'a pas été si compliqué que ça pour les étudiants. Quand même. Alors, oui, mais il n'y a pas eu tant de défauts. Il y a eu des défauts sur l'affaire, je suis d'accord, et ça a été réglé, et ça, tout le monde l'a compris, parce qu'effectivement, votre hôtel est fermé pendant 1 an. Oui. Bon, à un moment, on ne peut pas vous demander de payer un loyer. Sur l'étudiant, il y a eu très peu de défauts de loyer. D'accord. Il y a eu peur. Beaucoup d'opérateurs ont eu peur. Mais globalement, c'est bien passé. Le marché est reparti. Les EHPAD, il y a l'affaire Orpea. Mais globalement, on n'a aucun impayé de loyer aujourd'hui. C'est vrai, il n'y a eu pas eu de soucis là, depuis cette affaire Nous, aujourd'hui, sur tous les produits qu'on vend, on n'a plus, et c'était quand on a commencé en 2015, on avait un vrai sujet d'impayé de loyer. Pour beaucoup de gestionnaires, c'était un point qu'il fallait vérifier avec beaucoup d'attention. Qui était dû à la sortie de la grande crise économique de 2008, où le tourisme a souffert pendant des années avec une baisse majeure de la fréquentation. Aujourd'hui, le tourisme est plein. Les résidences de tourisme ont des taux d'occupation qu'elles n'ont jamais connus depuis des années, parce qu'elles ont aussi beaucoup souffert d'Airbnb en 2010-2012, et aujourd'hui, comme vous le disiez, les mairies luttent contre ça, et ça permet à l'hôtellerie traditionnelle et aux résidences traditionnelles de retrouver leur place. Les résidences à faire se sont développées aussi, l'étudiant marche bien, aussi parce qu'on construit plus de neuf. Donc les acteurs existants, aujourd'hui, il y a moins d'offres neuves qui arrivent sur le marché, donc l'existant se valorise mieux, et on a, contrairement aux précédentes crises, pas de problème opérationnel. Les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché de l'investissement, c'est des problèmes de financement, mais en même temps, on a beaucoup de gens qui ont du cash
et qui achètent encore maintenant, sans malgré condition. l'inflation, malgré la période... Les gens surépargnent. Ouais. L'inflation montre que les gens, au lieu de dépenser en anticipant une hausse des prix, au contraire, surépargnent et veulent placer leur argent. Ils surépargnent, mais la vie est plus chère aussi. C'est plus compliqué d'épargner maintenant. Vous avez une augmentation des taux d'épargne. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, vous avez une augmentation des taux d'épargne depuis un an et vous avez toujours des gens qui ont des revenus récurrents et qui ont du cash disponible, qu'ils veulent placer, d'autant plus qu'ils savent que l'inflation va arriver. Donc il y a aussi l'inflation est déjà là. Ouais, elle est déjà là, mais ils savent que tous les ans, ils perdent 10% s'ils laissent l'argent sur le compte. Ce qui était un peu différent il y a 2 ans. On avait beaucoup de gens, il y a des gens qui disaient moi, j'ai mon argent sur un compte, bon, je gagne pas, mais au moins je perds pas. Aujourd'hui, il y a quand même une volonté, une pression chez certains investisseurs de placer. Il y a moins d'offres disponibles parce que le neuf, effectivement, est dans le rouge là, totalement. Le neuf est dans le rouge, il y a plus de permis de construire, les coûts de construction ont explosé. Et l'ancien, notamment en résidence gérée, a le vent en poupe pour beaucoup d'investisseurs. Et on rencontre, nous, on est même étonnés de ça parce qu'on voit effectivement des difficultés sur d'autres marchés, mais l'ancien en LMNP et encore plus en résidence de service, aujourd'hui a un très gros succès ces derniers mois. Ouais. Et on a des taux de vente qui sont très bons. Et donc ça s'est vraiment intensifié, en tout cas vous, c'est ce que vous voyez. Moi j'ai quelques chiffres, les résidences seniors, il y en avait 105 en 2013, il y en a plus de 1400 aujourd'hui en France. Ouais. Donc on voit vraiment la progression. La résidence senior, c'est quelque chose qui n'existait quasiment pas en 2005. Ouais. En 2005, je crois, 2010 avait moins de 10 résidences. Ouais. Jardin Arcadie n'existait pas vraiment. Il y avait aussi, parce que c'était des résidences qui étaient sur les anciens modèles avec des syndics de copropriété et ça marchait pas. Et effectivement, c'est un marché qui s'est énormément développé. Et même s'il y a pu avoir des craintes sur le remplissage de ces sites, mais aujourd'hui, ce sont des sites qui sont remplis et qui fonctionnent. Il y a même des listes d'attente, je crois. Il y a des listes d'attente en fonction des populations, effectivement, et des emplacements. Mais clairement, je pense que la vraie différence par rapport aux crises qu'on a pu connaître, notamment entre 2010 et 2015, c'est qu'aujourd'hui, le fonctionnement des résidences gérées, la demande locative, quelle que soit la catégorie de produits, est très forte. Et ça, c'est les remontées qu'on a du terrain des opérateurs. Après, il y a les problématiques de financement et ça va avoir un impact sur le marché. Mais tant que l'opérationnel et que le terrain tient et qu'en plus vous avez une fiscalité qui est intéressante, les investisseurs, ils savent reconnaître les actifs de qualité. Et il y a ce phénomène de flight to quality quand vous avez une crise. Quand vous avez une crise, les gens veulent les actifs qui ont fait leurs preuves. Et en plus, les valeurs refuges, où il n'y a pas d'impôt. Voilà. Exactement, Donc si vous additionnez la résilience du modèle économique, le fait qu'il y ait plus de neuf qui soit construit, donc l'offre existante à prendre la valeur et les intérêts fiscaux dont a parlé David, en fait vous êtes quand même sur un tiercé gagnant. Et là vous évoquiez les difficultés de financement qui persistent et qui continuent, qui vont cesser de continuer là en 2023. C'est un gros problème. Il y a beaucoup de cases, plus d'un prêt sur 2 est refusé. Et vous voyez pas le... Alors moi j'ai pas la stat d'avant. C'est-à-dire qu'on vous dit aujourd'hui un prêt sur 2 est refusé, mais bizarrement, on ne vous communique pas la stat des refus de prêt en 2018, en 2019, en 2020. Il y en avait très peu. Il y en avait. Alors, il y a toujours eu des casses. C'était possible. Attendez, nous, on a reçu des courtiers, des banquiers, etc. Ils nous disaient clairement, à l'époque, on pouvait emprunter sans apport. Là, c'est minimum 10 à 20% d'apport, minimum. Mais ce qui n'est pas obligatoirement malsain, hein. Non, ce qui est pas obligatoirement malsain. C'était la période d'avant qui était anormale. Dans le monde de l'investissement, moi j'ai toujours entendu qu'il y avait un taux de casse entre 30 et 35% entre la réservation et les ventes. Donc pour vous, il n'y a pas plus de casse que... Alors, je vais pas, c'est encore trop tôt pour juger, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu de la casse. Il faut pas non plus... voilà. Il y a quand même, sur des petits montants d'investissement, on a eu les problèmes des taux d'usure, il y a de la casse sur le financement, je vais pas dire le contraire, on le vit, mais en même temps, il y a des gens qui arrivent avec du cash, qui veulent placer leur argent, il y a une acceptation aujourd'hui de fait de mettre un apport et on continue à avoir une appétence du marché. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un report avec les gens qui avant investissaient en neuf et qui maintenant, ou avant investissaient dans l'immobilier commercial, par exemple les SCPI, qui ont très bien marché pendant longtemps, et aujourd'hui les gens vont sur les valeurs refuges que sont le logement, parce que le LMNP ça reste du logement, donc c'est un actif résilient. Tout ça, c'est des choses dont on pourra avoir des conclusions précises, mais nous, on constate en tout cas qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à investir et on arrive toujours à sortir des dossiers et nos chiffres commerciaux sont toujours bons. Et les reventes, ça se passe bien ou... Les reventes, ça se passe bien. C'était un marché qui était vu un petit peu comme un ovni il y a quelques années. On en a beaucoup parlé avec David. Pourquoi un ovni ? Parce que c'était... Ce qui est vrai, c'est que les produits neufs étaient souvent vendus assez cher.
Et les promoteurs avaient tendance à pas vouloir trop poser la question de la revente, parce qu'aussi, en fait, quand vous vendez un produit neuf, vous vendez une solution clé en main. Quand vous vendez un actif ancien, vous vendez un actif immobilier avec tous ses avantages, mais aussi ses défauts, des problématiques techniques, diagnostic, performance énergétique, le mesurage, la vie de la copropriété. Nous, si on a appelé notre entreprise Attentif IMO, Attentif LMNP, c'est parce que notre valeur ajoutée, c'est d'être attentif aux détails. Dans l'ancien, c'est les détails qui comptent. Vous regardez les noms des sociétés qui vendent du neuf, on est plus sur des solutions clés en main, où on va vanter la facilité, la rapidité. Nous, on va vanter le fait de vraiment maîtriser le process d'investissement. Et c'est vrai que beaucoup d'acteurs avaient tendance à plutôt aller sur le neuf parce que c'était la facilité, c'était des process notariés beaucoup plus rapides. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que l'ancien a le mérite de montrer des performances d'exploitation, de montrer une solidité et puis d'avoir des revenus immédiats puisque vous n'avez pas le temps de construction. Et depuis 7 ans qu'Attentif LMNP existe, l'ancien était vraiment un marché de quelques personnes qui connaissaient, et aujourd'hui c'est devenu une source d'approvisionnement récurrente des conseillers en gestion de patrimoine qui proposent ça aussi bien que s'ils proposaient de la SCPI ou du LMNP 9. Voilà. C'est un actif aussi un petit peu différent d'un bien immobilier classique. Quand on revend un bien en résidence de service, le fait qu'il y ait un bail commercial, en fait, pour le nouvel acquéreur, alors, je ne vais pas dire c'est une contrainte, mais c'est une spécificité. On ne va pas prendre l'appartement et le louer directement à un étudiant. Il faut passer par le gestionnaire en place. Et souvent, on rachète en fait des rentabilités. Donc voilà, c'est un marché un petit peu de connaisseurs. Il faut des spécialistes qui le fassent. Clément et sa société le font très bien. Et ça a été très important aussi l'arrivée de ces acteurs. C'était de pouvoir rendre plus liquide ce marché des résidences de service, puisqu'il s'est vendu beaucoup de biens à partir de 2009 et l'arrivée de la loi Censi-Bouvard. Donc beaucoup de biens ont été vendus en résidence étudiante, senior, EHPAD, tourisme. Et aujourd'hui, on arrive au début de l'après Censi-Bouvard, puisque à partir de 2018-2019, les 9 ans de la loi du dispositif Censi-Bouvard arrive à échéance. Donc beaucoup de gens veulent sortir du dispositif et revendre le bien immobilier, sauf qu'on ne va pas mettre une annonce directement sur un site comme Se Loger ou un autre pour revendre son bien en résidence de service. On va plutôt passer par une société spécialisée, puisque comme c'est un produit spécifique, il y a besoin d'avoir des points d'audit, des points de vérification particuliers, et d'ailleurs c'est pas un hasard si la majorité des acteurs de la revente sont des gens qui ne font que de la revente. C'est-à-dire que de l'ancien en LMNP. Il y a quelques acteurs qui font aussi du neuf, mais la plupart sont des gens qui ont ce savoir-faire-là. Et c'est vrai que le LMNP ancien en résidence service, c'est un produit qui intéresse aussi parce que c'est des petits tickets d'investissement. On est sur des prix moyens qui sont entre 80 et 120 000 euros en fonction des typologies, et qu'aujourd'hui, si vous avez 100 000 euros à placer, vous, dans l'immobilier classique, vous êtes obligé d'aller dans des emplacements un peu secondaires, des villes de province ou de la grande banlieue. Vous n'allez pas avoir des locataires de très grande qualité. Vous allez avoir des problématiques de travaux, des problématiques d'entretien qui sont lourds. Et là, pour un ticket équivalent à ce type de placement, vous avez un produit sans aucune contrainte de gestion, avec un loyer qui est garanti par le bail. Après, sur lequel il faut bien sûr faire attention à savoir ce qu'on achète pour éviter, mais c'est comme tout produit d'investissement, pour éviter les choses trappes. Bien sûr. Et c'est notre métier d'accompagner les vendeurs et les acquéreurs dans cette thématique, et après de leur conseiller les meilleurs experts comptables, n'est-ce pas David ? Oui, exactement, merci. David, j'aimerais qu'on parle de fiscalité maintenant, puisqu'il y a un premier examen du projet de loi de finances pour 2023, dont on parle beaucoup en ce moment à l'Assemblée. Les députés ont adopté un amendement qui permettrait aux investisseurs immobiliers de soumettre leurs revenus fonciers à la flat tax. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, traduire pour les auditeurs qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Déjà, depuis des années, c'est vrai que la fiscalité très avantageuse de la location meublée, on en parle systématiquement, et dans les réseaux professionnels, on dit qu'un jour, cette location meublée sera peut-être réformée, on va dire touchée, puisqu'elle est aujourd'hui beaucoup plus avantageuse que la location nue. Donc il y a quand même un petit différentiel qui c'est vrai que c'est une grande peur des investisseurs. Un petit peu. Donc c'est vrai qu'il faut, comme beaucoup de propriétaires bailleurs louent en location nue, donc en revenu foncier,
aujourd'hui, l'administration fiscale a sorti, en fait, c'est la majorité présidentielle qui a mis un amendement en place permettant en fait tout simplement aux investisseurs immobiliers de pouvoir bénéficier de la flat tax. La flat tax, c'est le fameux impôt qu'on connaît sur les revenus de capitaux mobiliers qu'a instauré Monsieur Macron, le président, quand il est arrivé. Donc c'est un impôt simple. C'est lui qui l'avait mis en place. Voilà, je paye, j'ai 10 000 euros de revenus d'action, de dividendes, je paye 3 000 euros dessus, 30%. Et en gros, là, la majorité a déposé cet amendement pour faire la même chose sur les revenus fonciers. Alors, ça restera un dispositif pour bénéficier de cette flat tax, puisque le propriétaire bailleur devra s'engager à louer le bien pendant au moins 1 an, avec une performance énergétique au minimum de D, et en ayant un loyer, on va dire, cohérent. Donc ça, la grille des loyers n'est pas encore sortie. Mais en fait, du coup, quand on voit cette flat tax arriver sur les revenus fonciers, là, on se dit, mince, est-ce qu'une harmonisation générale sur les revenus fiscaux, sur les revenus locatifs, va arriver? Et du coup, quid de la location meublée? Donc c'est un petit peu tout ça sur lequel on assiste. Pourquoi? Puisque voilà, Monsieur Macron, encore une fois, ça a été le président qui a instauré un impôt unique sur les revenus de capitaux mobiliers. En fait, c'était pour faciliter. Je rappelle que dedans, il y a 12,8% donc d'impôt sur le revenu. C'est un impôt qui est le même pour tout le monde. Peu importe sa tranche d'imposition, voilà, c'était pour simplifier. Et il y a 17,2% de prélèvements sociaux, et donc 17,2 plus 18,8, ça fait 30%. D'où voilà la flat tax qui s'appelle aussi le PFU, prélèvement forfaitaire unique. Et c'est vrai que la peur, c'est est-ce que ça va s'appliquer à votre avis au statut LMNP par exemple? Aujourd'hui, c'est sûr que le régime, la réforme possible un jour sur du LMNP, elle est complexe à envisager, puisque beaucoup de gens ont des biens en location meublée qu'ils amortissent comptablement via des experts comptables. Et demain, si l'administration fiscale dit aux loueurs en meublé, maintenant vous ne pouvez plus amortir ce bien comptablement, vous devez déclarer vos revenus locatifs au même titre qu'un bien en location nue, ça peut générer quand même un mécontentement. Et c'est un petit peu aussi compliqué d'un point de vue fiscal. Ce qui peut aussi être envisageable, c'est le fait que on essaye d'avantager un petit peu les revenus fonciers, comme se fait là avec cette flat tax. On continue le loueur en meublé non professionnel et l'amortissement comptable, puisqu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, on parle d'immobilier depuis tout à l'heure, mais l'immobilier, c'est la retraite des Français. Voilà, clairement, c'est la retraite des Français. On va de plus en plus vers une retraite à capitalisation. Et il faut le préciser, je cherche juste à préciser quand même que c'est déjà, on vous dit, on y va, c'est sûr que ça va être de plus en plus le cas, mais c'est déjà le cas. Il y a de nombreux propriétaires bailleurs qui comptent sur les loyers pour vivre correctement, qui ont une toute petite retraite et qui comptent justement sur ces loyers perçus pour vivre correctement parce qu'ils n'ont déjà pas assez d'argent avec leur pension de retraite. Et il faut le rappeler, parce que tout de suite, quand on dit propriétaire, on pense à riche, méchant riche. Non, c'est pas le cas du tout. Ouais, bien sûr. Et en plus de ça, aujourd'hui, dans plusieurs pays, et on va citer le premier pays mondial, entre guillemets, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, quand vous achetez un bien aux États-Unis pour le louer, vous avez le droit de l'amortir comptablement dans un bilan. D'accord. Donc, un particulier, c'est un petit peu comme un chef d'entreprise. Il construit son patrimoine privé comme un chef d'entreprise constituerait son patrimoine professionnel. Donc, acheter un appartement, le louer, il me semble assez logique qu'on puisse l'amortir comptablement pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle la dépréciation en fait, de l'actif. Et du coup, c'est ce mécanisme d'amortissement qui permet de ne pas payer d'impôt sur les loyers. On parle d'avantage fiscal. Oui, c'est surtout la possibilité, en fait, quand on investit, c'est aussi important d'investir. On achète un bien immobilier, on fait un emprunt à la banque, on passe par des sociétés spécialisées, on achète du meuble, on passe par des artisans qui font des travaux, des promoteurs. Bien sûr, on fait travailler tout le monde. Un logement, c'est un emploi. Ouais. Un logement construit, c'est un emploi. Et en résidence gérée, si on prend l'exemple des EHPAD, vous en avez beaucoup dans les zones rurales, un EHPAD, il y a un emploi, généralement en moyenne, par résident.
Ça veut dire que quand vous créez un logement, vous avez un emploi pour le construire et vous avez un emploi pour le faire exploiter en résidence de service. Donc ça, c'est quand même un enjeu économique important. Bien sûr. Et après, quand on parle du PFU, faut faire attention à pas comparer des placements financiers des placements immobiliers, parce que placement financier, vous faites pas de dette. Placement immobilier, vous avez une dette à rembourser. Or, cette dette, elle n'est pas déductible fiscalement. Donc, si vous n'avez pas les amortissements, vous vous retrouvez un peu dans une double peine. C'est-à-dire que vous avez des revenus locatifs, vous payez des impôts dessus, et après, vous devez quand même rembourser une dette, le crédit, et à la fin, vous devez payer les impôts de votre poche. C'est vrai que quand on place de l'argent sur une assurance vie, c'est aussi la flat tax. C'est la flat tax, mais il n'y a pas de service de la dette en face. Tout à fait. Et quand vous faites des placements financiers, la rentabilité est souvent meilleure que l'immobilier de logement. Et il ne faut pas non plus... Ça dépend. En action, en obligation, alors oui, en assurance vie, voilà, mais ça dépend des périodes. Oui, mais quand vous faites un investissement, alors après, quand vous allez faire un investissement aussi dans l'économie réelle, parce que on est aussi en train de mettre sur le dos des propriétaires des contraintes économiques, bien sûr, des contraintes sociales, des contraintes écologiques. À un moment, il ne faut pas dégoûter, il ne faut pas désespérer Billancourt, comme certains disaient, il ne faut pas dégoûter les propriétaires d'investissement en immobilier. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura des évolutions fiscales, on le sait, mais il y a quand même une volonté de préserver le régime du loueur en meublé. Et moi, je vais faire un petit point historique. Alors, David connaît bien ça. Historiquement, le loueur en meublé, il y a 20 ans, c'était pour des gens très riches. Et on le voit dans les résidences-services qui ont 20 ans, les propriétaires, ils avaient 10 appartements, parce que le régime, c'était le régime du loueur en meublé professionnel, où là, vous aviez énormément d'avantages fiscaux. Aujourd'hui, le régime du loueur en meublé professionnel est quasiment sorti du sujet, et c'est beaucoup moins intéressant qu'avant. Il y a encore eu des réformes récemment là-dessus, et ils ont toujours préservé le non professionnel, parce que c'est comme le dit très bien David, là, on parle de la retraite des Français. Je vous parlais d'un ticket moyen de 80 à 120 000 euros. Quand des gens font des placements de 80 à 120 000 euros, on ne parle pas de Jeff Bezos. On parle on parle de gens monsieur et madame tout le monde, c'est un placement retraite, et ces gens-là, on ne veut pas les matraquer non plus. Bien sûr. Voilà. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Merci infiniment d'être venus sur notre plateau. Merci David Abissira. Merci Bérénice, merci vous êtes beaucoup. fondateur et directeur du développement pour Imokip Conta, et merci Clément Piton, président et fondateur d'Attentif LMNP. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.